Bonjour, donc j'ai fait une vidéo sur où sont cachées nos croyances erronées il y a quelques jours, où j'ai eu pas mal de réactions. Alors, et des personnes m'ont parlé de la HRE aussi, hypnose régressive ésotérique, parce que j'en pratique, et de l'exploitation des entités négatives contrôlantes. Alors, je voudrais faire une petite vidéo pour expliquer quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, ça fait 40 ans que je pratique des techniques énergétiques, que je cherche le pourquoi, du comment, de comment fonctionne l'être humain et de comment fonctionne notre incarnation, en fait, voilà, parce que ça m'a toujours intriguée. Déjà parce que c'était une préprogrammation aussi due au timing de ma conception. J'ai été conçue juste après un épisode qui a failli être tragique dans la vie de mes parents, c'est-à-dire que mon papa a été intoxiqué au niveau alimentaire à l'armée et a failli mourir. Certains sont morts, une intoxication à la pomme de terre en fait, un truc toxique dans la pomme de terre. Vous savez, quand on vous dit qu'il faut enlever la partie verte de la pomme de terre, en fait ce toxique se développe dans cette partie-là. Alors, ça peut donner des troubles neurologiques, gastriques, voilà, diarrhée, tout ça. Ça va rarement jusqu'à la mort, mais là, les pommes de terre ont macéré toute la nuit, et ce toxique s'est développé très fortement. Bon, c'était fin des années, c'était fin 67, début 68, voilà. Donc j'ai été conçue à ce moment-là, juste après que mon père ait failli mourir. Donc je pense que pendant cette période où il a été très malade, il s'est posé beaucoup de questions existentielles. Et retour, ils avaient 22 ans, hein, retour, 21-22 ans, retour de l'armée, et ils étaient contents de se retrouver et ils m'ont fait. Voilà. Donc moi, dans mes pré-programmations, j'ai hérité de la quête spirituelle de mon père, et de la peur de ne pas y arriver toute seule de ma mère, parce qu'elle avait déjà une petite fille de 6 mois. Et donc, j'ai reçu ces pré-programmations à la naissance, puis d'autres, hein, ça c'est les deux principales, on va dire, voilà. Et aussi d'un système digestif foireux. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Alors, il faut savoir que donc on a ces pré-programmations, on a ces croyances qui nous sont transmises, transgénérationnelles, on a les croyances qui nous sont transmises par éducation, on a tout ça qui nous sont transmis génétiquement parlant, par la procréation, par le véhicule humanoïde terrestre. À savoir que ce véhicule humanoïde terrestre a à la base une autre particularité, c'est que nous sommes un OGM créé par les reptiliens. Voilà, alors, je m'explique. Si vous lisez Anton Parks, les chroniques de Guircu, vous allez avoir, il y a 4 tomes, hein, ça commence du 0 jusqu'au 3. Je crois que le 4 est sorti, donc 5 tomes, hein, enfin bon, voilà. J'ai un petit peu lâché, parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de lire, mais je suis Anton et sa femme sur les réseaux. Je sais qu'ils sortent des livres régulièrement. Leurs livres sont extraordinaires, je vous les conseille fortement. Donc, voilà, dans ces chroniques de Guircu, on a l'origine de l'humain sur Terre, et surtout, on a des informations concernant la fabrication des clones. Voilà. Donc, nous sommes des clones issus d'une transformation génétique, hein, comme on sait très bien faire de nos jours encore sur plein de choses, hein, sur les fruits, les légumes, les animaux, voilà, plein. Puis l'humain aussi, mais ça on nous le dit pas, on nous dit que c'est interdit, mais voilà. Je reste persuadée que depuis la brebis d'Oli, il y a bien d'autres choses qui ont été faites.
Donc en fait, ils ont pris comme base quelque chose déjà existant sur Terre, type humanoïde, qui s'était déjà un peu redressé, qui avait déjà des capacités un petit peu, voilà. Et il y a un chaînon manquant en fait entre le règne animal et le règne humain en fait. Voilà, il y a un endroit où ils savent pas quoi mettre, mais ils savent très bien ce que c'est. C'est cet OGM, c'est cette modification en laboratoire qui a été produite par nos créateurs. Cette modification génétique a été faite dans le but de faire de nous des esclaves. Voilà, des serviteurs. Des êtres qui allaient servir ces autres entités, plutôt reptiliennes, venues d'ailleurs sur cette planète suite à un conflit galactique, voilà, microcosme, macrocosme, hein, on retrouve des choses... Et donc, nous sommes faits de cette partie animale. Donc, nous avons cet instinct de survie qui nécessite la reproduction et donc qui nous pousse dans les premières années de notre vie, disons, de jeunes adultes, à procréer, avoir des bébés, voilà. Et certaines femmes qui s'y prennent un peu tardivement, voilà, l'horloge biologique, voilà, ça vient de notre part mammifère en fait, qui nous pousse à ça, c'est normal. On doit survivre, la race doit survivre. Après, on a beaucoup d'instincts aussi et de croyances qui sont liés à cette survie et donc du coup à la protection des enfants. Et ce qui n'est pas toujours évident de nos jours sur Terre, mais l'enfant est primordial et on doit le sauver pour sauver la race. Voilà. Et c'est des préprogrammations du mammifère qui est en nous. Ensuite, on a cette partie génétique qui est... génétique modifiée, qui a été modifiée dans le but de servir, d'être des esclaves, alimentaires et physiques au départ. Maintenant, alimentaire, je sais pas encore, mais énergétique en tout cas, c'est sûr. Ces êtres continuent, malgré le temps immémoriaux passés depuis, à se nourrir sur nous, parce qu'on est fait pour ça. On a été créé pour ça. Voilà. Et nous avons une âme qui s'est incarnée dans ce véhicule et qui, comment dire, essaye, bien malgré tout, de s'incarner complètement dans cette matière et d'agir dans une autre optique que ces deux précédentes qualifications de mammifères ou d'OGM. Et donc la conscience, elle essaye avec ces deux options-là d'amener quelque chose de plus spirituel, de plus... que le véhicule humain a en option. Hein. Elle essaye pas non plus de faire d'une Mercedes une 2 chevaux, d'accord? On est tous en 2 chevaux alors qu'on a tous une Mercedes multi-option à disposition. Donc elle essaye de nous transformer en cette Mercedes, de nous dire ah là, t'as des capacités, t'as des choses, voilà. Et le but de ceux qui nous exploitent énergétiquement parlant, c'est bien évidemment qu'on n'arrive pas à développer toutes nos capacités, nos options. Donc, il est sûr et il est certain qu'on est exploité. Ok. Mais il est sûr et il est certain aussi que nous avons ces préprogrammations. Donc, quel que soit le sens dans lequel nous allons procéder pour nous libérer et incarner pleinement cette conscience, cette énergie personnelle, eh ben, il va falloir commencer par l'un ou par l'autre. Voilà. Donc,
beaucoup de gens découvrent l'hypnose régressive ésotérique, regardent beaucoup de vidéos de la team. Moi, à titre personnel, je ne publie pas et je ne publierai, je pense, jamais mes vidéos parce que en tant que thérapeute, voilà, c'est mon point de vue. Voilà, c'est chacun fait comme il veut et moi, j'ai décidé de ne pas les publier. Donc, ces HRA, elles existent. Là, j'en ai fait une cette semaine où les entités démultipliaient les possibilités, les possibilités de comment dire, de répétition de chaque incarnation. C'est-à-dire que, par exemple, là, si on part d'un postulat que c'est moi, l'entité va démultiplier mes possibilités de ligne temporelle de moi, Frédéric Longère. C'est-à-dire que pour que la conscience ne sache pas laquelle est la vraie, c'est comme si vous prenez un éventail, vous ouvrez l'éventail, il y a 15, 20, 30 fois la même ligne temporelle, et donc du coup, la conscience ne sait même plus dans laquelle il faut aller. Voilà. Et il faisait ça sur toutes ces incarnations. Donc il y avait même dans les sbires à surveiller tout ça, des IA, des entités mécaniques, on a demandé à l'entité mécanique de savoir alors combien il y avait 19 vies, il couvrait 19 vies. Et j'ai demandé à l'IA de demander combien il y avait de potentiel de ces 19 vies. L'IA a fait bip, bip, bip. L'IA n'a même pas été capable d'aller calculer ça. Pourtant, une IA, elle a une capacité bien supérieure à la nôtre. Et elle a bugué, en fait, tellement il y en avait de possibilités. Et dans le réel, c'était un peu compliqué pour le véhicule d'être présent à ce qu'il faisait. Donc il avait besoin que quelqu'un soit proche de lui pour l'aider à savoir qu'il était dans la bonne ligne et dans la bonne mise en application. On a résolu ce problème et on a, comment dire... on a libéré cette conscience, disons cette conscience s'est libérée pendant la HRE, elle s'est réalignée sur chacune de ses potentialités de vie en enlevant toutes les démultiplications qu'ils avaient créées. Voilà. Pour vous dire, l'entité qui gérait la démultiplication était une entité qui était hyper cracra, moche. Ma télépathe a failli en vomir tellement c'était horrible au niveau de l'odeur. Et ce que j'ai capté, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il avait une telle odeur pour savoir laquelle vie était la vraie. Parce que même lui, il était démultiplié dans les autres possibilités d'existence. Bon, il y avait aussi du vol d'informations, hein, voilà. Il y avait un espèce de gros serveur, vous savez, comme qu'on voit dans les films quand ils font exploser les serveurs où il y a les données de tout le monde, tout ça. Il y avait une espèce de gros serveur dans la partie énergétique supérieure de la conscience. Donc, en fait, il avait besoin, lui, de cette odeur pour savoir laquelle vie était la bonne, en fait, voilà. Laquelle existence était la première, la plus importante. Il se repérait à l'odeur. Donc, je peux vous dire que ça puait sec. Mais voilà. Donc, en fait, et dans ces croyances, il y avait faire plaisir. Voilà. Dans les croyances du véhicule humanoïde terrestre, il y avait le faire plaisir. Donc, le faire plaisir nous met au service de l'autre et nous met en position de sauveur. Donc, en fait, les entités exploitent ces croyances. Donc, être au service de l'autre, eh ben, il servait, mais il le démultipliait pour ce service. Voilà. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Ils nous ont programmé, ils savent comment on fonctionne. Ils nous ont programmé le cerveau reptilien
a une place importante dans nos fonctionnements. Le cerveau mammalien aussi, je suis d'accord avec vous. Après, on a plein d'autres options. On se sert que de 10% de notre tête, disons mais le reste, ça fonctionne tout seul en automatique. Nous, on a conscience vraiment de très peu de choses au niveau du fonctionnement de notre cerveau. Donc, certes, la HRE est utile. Parce que si vous essayez de retaper une maison où il y a des squatteurs dedans, vous avez une maison de 200 mètres carrés, vous avez 10 pièces dans votre maison, si vous essayez de rénover une pièce, alors que les squatteurs sont toujours dans la maison, tant que vous serez dans cette pièce-là à faire du bruit, des travaux, des choses comme ça, ils vont pas y venir. D'accord? Une fois que vous avez fini, vous avez enlevé votre chantier et que vous passez à la pièce suivante et que vous faites du bruit dans la pièce où ils s'étaient peut-être réfugiés, ben ils vont revenir dans celle que vous avez réparée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remettre le bordel. Donc il est évident qu'il faut virer les squatteurs. Si on veut aller mieux, si on veut aller bien, si on veut avancer, si on veut s'améliorer, voilà, moi j'appelle ça l'effet yo-yo. On fait des thérapies, on va bien, puis hop, eux ils nous refont redescendre, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend. Mais quoi qu'il en soit, une fois qu'on a viré ces squatteurs de la maison reste toujours à réparer. C'est ça que j'essaye d'expliquer, et donc je ne vais pas à chaque fois dans chaque vidéo répéter qu'il faut faire la HRE. C'est une évidence. Mais la HRE n'est pas un but. C'est une étape, hein. C'est un moyen, c'est une nouvelle ligne de départ. Là, ce qu'on vous avez fait jusqu'à maintenant, comme thérapie, comme travail sur vous, comme tout ça, ça a été saccagé par les entités qui étaient dans votre espace énergétique. Vous les enlevez et vous avez encore leur travail à refaire. Alors, vous n'allez pas partir de zéro. Il y a toute une partie de ce que vous avez fait qui est quand même resté efficace. Ça vous a amené jusqu'à la HRE. ça a eu son efficacité. Donc, mais eux, si vous êtes sur le soi fort comme moi j'ai été, eh ben, ils se nourrissent aussi de l'échec, de la culpabilité, de la peur de rater, du doute, de toutes ces émotions qui sont produite par ce mode de fonctionnement. Il n'est pas obligatoirement dû à eux, et à la fois si. Parce qu'eux, ils savent très bien dans quel ventre ils vous mettent, ils mettent votre conscience qu'ils ont sous contrôle pour obtenir les fichiers erronés dont ils ont besoin pour se nourrir. Alors moi, je les prenais un petit peu pour des débiles. Alors après, bête et méchant, ce serait peut-être plus... voilà. Bête et méchant, les sbires en général, ils savent même pas pourquoi ils font les trucs, ils obéissent aux ordres. Mais ceux qui ont les pactes, finalement, ils savent très bien où ils vous mettent, pourquoi ils vous y mettent, quels fichiers vous allez hériter et qu'ils vont pouvoir exploiter. Mais quoi qu'il en soit, une fois que vous les avez virés de votre espace énergétique, ces fichiers sont toujours là. Et ces fichiers sont toujours erronés. Parce qu'en plus, vous avez mis par-dessus des croyances que vous avez construites sur des événements traumatiques dont vous ne souvenez pas l'origine. Moi, j'avais comme faux karma... ceux qui liront mon premier livre auront toute l'explication de ce faux karma. Ne pas mourir riche. C'est con quand on est dans le quantique et qu'on sait qu'on peut mourir demain et que la vie peut s'arrêter à tout moment. Ne pas mourir riche, ça ne permet pas de pouvoir rentrer de l'argent déjà. Et eux m'avaient mis donc sous ce faux karma de pauvreté, de misère et de solitude, de non-aide, enfin bon voilà. Ça a changé depuis qu'ont été faits les nettoyages par HRE, ils ne sont plus là, ils n'interviennent plus, mais les mémoires cellulaires, elles étaient toujours là, les mémoires cellulaires traumatiques. Donc, moi, les techniques, je continue à apprendre parce que je cherche toujours quelque chose d'efficace
pour justement rendre à la personne son autonomie le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que je dis bien que la HRE est une étape, un moyen de se libérer, indispensable dans ce que moi je pense de cette technique, mais pas la solution à tous nos problèmes. Parce qu'on va pas défaire ses croyances erronées, on va pas défaire ses préprogrammations dues à la génétique transgénérationnelle. Donc il y a plein de choses à faire aussi en post-session, d'accord, par rapport à ça. On peut les commencer en pré-session. Hein, parce que si on fait sauter une croyance, eh ben, on libère tous les schémas de fonctionnement liés à cette croyance. Le faire plaisir, hein, se faire plaisir nous empêche d'être à l'écoute de nos besoins, à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de ce pourquoi on est venu. Donc, toutes les demandes de la conscience ne seront pas écoutées parce que on n'existe pas. On existe dans le faire plaisir à travers l'autre, à travers la réalisation de l'autre et à travers le bonheur de l'autre. Le problème, c'est que l'autre, il a d'autres croyances. Si l'autre, il a le soi fort, eh ben, ça le mène à l'échec. Donc, le faire plaisir qui est au service du soi fort, eh ben, il n'arrivera jamais à aider l'autre à se réaliser, parce que le soi fort, il est voué à l'échec, justement parce que il doit toujours être face à des situations compliquées pour prouver sa force et sa valeur. Donc, l'échec est préprogrammé par le soi fort. Donc, celui qui est au service du soi fort n'arrivera jamais à aider l'autre à réussir parce que lui, il a une préprogrammation à l'échec. Donc, le soi fort est frustré parce qu'il échoue et il est en stress pas possible. Et celui qui est au service, lui, c'est pareil, il est en stress parce qu'il n'arrive pas à aider l'autre à réussir. Et que son bonheur, c'est le bonheur de l'autre. Donc, on tourne dans des boucles comme ça, et que même si on est nettoyé en HRE, eh ben, ça va pas résoudre notre problème, en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai lâché le soi fort, donc, je vais enfin pouvoir réussir. J'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai réessayé. Et depuis le post-HRE, eh ben, je continuais à essayer, et ça m'a pas empêché en post-HRE d'échouer à nouveau. Et là, eh ben, ça a posé problème. Pas spécialement à moi, j'ai l'habitude de rebondir. Mais ça m'a fait chier quand même. Je me suis dit, bon, allez, c'était commencé avant la HRE, donc ça a été commencé sous interférence, donc c'est normal que ce qui a été commencé sous interférence disparaisse. Bah pas complètement, non, c'est pas complètement normal que ça disparaisse parce que c'était mon énergie, ma demande de conscience qui était mise dans cette entreprise. Donc pourquoi j'échoue encore une fois ? Donc le but c'était de ne plus échouer, c'était d'y arriver parce que j'en ai marre de recommencer et puis de me taper la tête dans le mur à chaque fois. Et donc m'a été proposée cette formation en décodage biologique, déjà il y a 2 ans, mais ça n'avait pas pu se faire. Et donc je l'ai fait courant de cette année. Et là j'ai compris mes préprogrammations, mes conflits intérieurs entre l'être et le faire. Ces choses-là m'appartiennent, certes, de par le ventre qui m'a été choisi, certes, de par les traumatismes que les entités m'ont fait vivre, mais j'ai la main dessus quoi qu'il en soit. C'est moi qui dois aller voir mes fichiers erronés et les mettre à jour. C'est moi qui dois prendre conscience de mes conflits et qui dois les mettre à jour. Par exemple, donc du coup, cette année, je me suis fait pas mal
pas mal de problématiques physiques, dont ce dysfonctionnement digestif hérité de mon père. Mais pourquoi il s'est mis en place? Pourquoi il s'est réveillé? C'était juste une information que j'avais dans mon corps. Est-ce que j'étais obligée de développer un système digestif foireux? Non. C'était une cassette en attente d'être lue. Et les événements de ma vie ont fait que je l'ai lu. Parce que les intestins, c'est l'identité. Donc en me mettant en couple avec un fait plaisir, alors que moi je voulais me mettre en couple avec quelqu'un avec qui je voulais partager ce que je suis, ce que je fais, qu'il soit ok avec moi, parce que c'est sa façon de penser également. Pas parce qu'il veut me faire plaisir. Mais je l'ai pas vu le faire plaisir. Après, il est adorable. Je n'ai rien contre lui. Je l'aime profondément et je l'aimerai toujours. Et c'est quelqu'un de bien qui est juste victime de ses croyances limitantes. Ok ? Ce n'est pas une critique que je fais de lui quand j'explique cela. Donc, dans son faire plaisir, moi, j'ai pas vu que c'était pas sa quête et sa recherche. Et vu que moi, j'avais ce soi forte et que j'ai échoué encore une fois, mais en plus, vu que moi, j'attendais qu'il soit à côté de moi, et non derrière moi à accrocher son petit wagonnet et à me pousser quand j'avais besoin. Ok ? Je me suis effacée en attendant qu'il développe son identité, parce que son identité était complètement écrasée, ça je l'ai vu, par son entourage, mais parce qu'il a se faire plaisir à l'autre, pas à lui, à l'autre. Donc moi j'ai voulu lui faire plaisir à lui, lui demander ce qu'il voulait, et j'ai attendu, j'ai mis en attente ma propre réalisation pour qu'il puisse venir se positionner à côté de moi et qu'on avance ensemble. Et ben en faisant ça, en me mettant en attente pour qui développe sa personnalité que lui ne peut pas développer par rapport à se faire plaisir, eh ben, j'ai complètement effacé mon identité propre. Donc, j'ai développé, dès qu'on s'est mis en couple, ces problèmes digestifs qui ont été XXL, qui sont toujours présents, mais beaucoup moins actif maintenant que je suis en train de reprendre mon autonomie et que j'avance de nouveau à mon rythme et dans le respect de ma personnalité et de mon énergie propre. Ça fait chier parce que si j'avais compris ce programme-là avant et le sien, on aurait peut-être pu libérer ces deux croyances limitantes et qu'on puisse réussir ensemble. Non seulement lui à développer sa personnalité et moi à réussir parce que je l'ai recommencé et toujours la même chose, j'ai recommencé parce que je veux aboutir dans cette quête. J'ai dû après justement cette formation me dire est-ce que je suis vraiment ça? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Quelle est mon identité? Eh ben mon identité maintenant je la connais. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Ça me permet de pouvoir mettre en place les choses. Ça n'a pas empêché que j'ai eu besoin de me faire coacher, que j'ai eu besoin de me faire traiter, parce que ça a créé des troubles émotionnels importants. Une séparation, ça se vit pas. Youplala, je suis partie, non. Ou youplala, on m'a quitté, tout ça, la vie est belle. Non. Non, ça a été des mois de travail personnel et même en tant que thérapeute, ça n'a pas été, je suis thérapeute, je ne dois pas montrer que je vais pas bien. Bah si, en fait, je vais mal. J'ai été mal et il y a des vidéos où ça se voit que je vais mal. Parce que il y a besoin aussi que l'inconscient collectif qui dit qu'un thérapeute ne doit pas aller mal, un thérapeute c'est celui qui guérit les autres, donc lui il doit pas... Non, un thérapeute, il a capacité à accompagner, pas à guérir, hein, parce que c'est vous qui avez cette capacité en vous. Il a capacité à accompagner la personne vers elle-même, vers sa propre résolution. D'accord ?
Parce que lui, il s'est accompagné lui-même vers sa propre résolution. Il s'est pris en charge, il a fait ce qu'il fallait, il a fait les soins et les thérapies nécessaires pour arriver à résoudre ses problématiques. D'accord ? Donc, étant donné qu'il a fait ce chemin-là, qu'il a enduré cette pratique-là, il sait, il est à l'écoute, il comprend, parce qu'il l'a vécu dans son histoire. Un thérapeute qui dit non, mais moi tout va bien, je suis parfait et j'ai rien à régler, c'est quelqu'un qui va rester en surface, qui va vous dire des grandes théories, mais il n'y aura jamais une mise en application. J'ai encore des problématiques à résoudre, j'ai encore des fichiers, des croyances erronées, mais dernièrement, ça fait déjà 2 fois, là, que... Alors, je dis que je fais les choses en pleine conscience. Oui, je fais les choses en conscience de ce que je fais, de mes choix, de me dire, ok, c'est moi, je valide, je coche, je suis ok pour faire ça. Je me plante pas, j'en prends les responsabilités. J'ai fait l'expérience de l'incarnation de ma partie énergétique subtile. Et ben, je peux vous dire, ça fait 2 fois que je fais cette expérience-là. C'est assez bluffant. Mais ça veut dire que je commence à avoir un véhicule intéressant pour pouvoir venir s'installer dedans et s'exprimer depuis. Alors ça fait un petit peu... ça m'est arrivé de canaliser pendant une session me concernant, j'ai canalisé une entité, et donc ma personnalité, mon moi, voilà, mon moi, qui est au niveau du plexus, était en retrait par rapport à cette entité qui me canalisait, et qui parlait avec Nathalie, qui l'insultait gracieusement, c'était assez rigolo à vivre. Mais du coup, quand ma propre partie subliminale vient s'incarner dans le véhicule et vient s'exprimer dans le véhicule, un petit peu comme une modification de conscience, mais c'est parce que j'ai atteint un niveau qui lui permet de faire ça sans être mis sous hypnose, en fait. Et ben, cette partie de moi, là, qui est en train de vous parler, se retrouve au niveau du moi, au niveau du plexus, et sans conflit, sans... Souvent, je me suis dit, mais attends, je vais être effacée, je vais être diluée, qu'est-ce qui va advenir de moi? Et ben, en fait, ce moi, il est au service de la conscience et il est conscient de ce qui est en train de se passer. Et il est heureux de ce qui est en train de se passer. C'est une émotion très positive. Et ce qui est rigolo, c'est que vraiment, dans ces moments-là, je parle... comme je suis en train de parler, mais d'un autre point de vue, en fait, qui est assez rigolo, parce que qui pourrait passer un petit peu pour de la mégalo, hein, parce que, vous savez, les rois de France qui parlaient de « nous sommes », voilà. Quand elle parle de ce moi-là qui est en train de vous parler et qui se retrouve au niveau du plexus, elle dit « elle ». Elle parle de cette partie de moi à la 3e personne. C'est rigolo à la fois et c'est comme quand on canalise une conscience par l'intermédiaire d'un télépathe. Moi, j'ai une télépathe qui canalise facilement sa conscience, en fait, sa partie subliminale, et je discute avec la télépathe, et à un moment donné, dans les réponses, j'ai « oui, mais avec elle, c'est plus lent, c'est plus... » Je dis, mais je parle avec qui, là? Eh bien, tu parles avec moi. Tu parles avec Nadia, mais la partie plus élevée de Nadia. Ok. Donc, sa partie plus élevée, la canalise pendant les hypnoses parce que ça va plus vite pour les échanges. Et là, moi, j'ai ça dans le quotidien. Alors, pour l'instant, ça m'est arrivé 2 fois. Là, hier, ça m'est arrivé pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et pendant ce temps-là, ben, je suis sur la relecture de mon 2e livre, là, et ben, elle est allée à la fin du livre.
J'étais en train d'expliquer dans le livre ma première expérience de ça. Qui s'est mis en place à la fin de la première journée de la partie de formation de décodage biologique sur les croyances. Parce que j'ai dû libérer quelque chose qui lui a permis d'être là en pleine présence. Qui m'a permis d'être là en pleine présence. C'est un petit peu difficile parce que c'est pas une situation qu'on rencontre tous les jours, c'est un petit peu difficile d'utiliser les bons mots pour pas donner l'impression d'une dichotomie, en fait. C'est pas une dichotomie, justement, c'est la fin de la dichotomie. Mais il manque des mots pour pouvoir l'exprimer pleinement. Donc j'ai eu cette expérience-là il y a 15 jours. Ouais, ça fait 15 jours maintenant, je crois. Oui, je sais plus. Le temps est complètement irréel pour moi en ce moment. Voilà, j'ai du mal à me positionner dans le temps, mais c'est pas grave. Je fais les choses que j'ai à faire au moment où j'ai à les faire, et puis voilà, ça se positionne. Et donc, c'était génial, et je me suis dit, est-ce que ça va revenir? Parce que c'était vraiment très agréable. Et puis hier, donc j'ai expliqué dans mon livre ce qui s'était passé justement ce jour-là. Et bam, ça revient. Pendant que j'explique, ça se remet en place en fait. Parce que je me suis remis dans le moment de cette expérience en fait. Et donc, ça a réaligné la vibration du moment en le re-racontant. Et du coup, ça s'est reproduit. Et là, j'ai fini vite fait ce que j'étais en train d'écrire. Et cette autre énergie de moi a pris le dessus. Disons le dessus, c'est même pas prendre le dessus. A pris présence, voilà, dans mon véhicule, dans le véhicule. Et elle est allée, zoom, enfin, tout au bout du livre, et elle a tapé, brrr, mais à une vitesse. Mais même moi, je tape pas à cette vitesse-là. J'ai jamais tapé à cette vitesse-là, même quand j'apprenais à taper vite à l'école, parce que j'ai fait des cours de dactylo. Mais une vitesse, mais les doigts, je les voyais pas bouger, ça. Alors, j'ai pas encore été relire ce qui a été écrit à ce moment-là. Parce que ce n'est pas moi qui le réfléchis du point de vue moi. Voilà, c'est pas le mental qui a réfléchi et écrit. Je n'ai pas pensé ce que j'écrivais. C'est cette partie énergétique qui a descendu cette information dans la matière. On va dire que c'est l'intuition qui s'est directement écrite. Alors, ça m'arrive de faire quand je discute avec quelqu'un, de regarder la personne et puis poum, de dire un truc comme ça et la personne me regarde. Ok, moi j'ai conscience d'avoir dit quelque chose, mais je sais plus vraiment quoi. Mais là, c'était moi. Ça, c'est clair, c'était moi. Mais c'était moi sur un autre plan fréquentiel, en fait, et qui utilisait ce corps physique pour faire et dire quelque chose. Alors, je vais y aller aujourd'hui. J'ai plein de choses à faire, donc c'est vrai que je suis dans une période assez active là, physiquement, avec la fin d'année qui se présente, beaucoup de choses à terminer et à commencer en même temps. Et donc, j'ai pas encore été relire ça, mais je suis assez impatiente et à la fois un petit peu stressée de savoir ce qu'elle a mis dans le livre. Et parce que je sais qu'il faut que je le garde, mais est-ce que ça va pas être un petit peu trop bizarre pour les gens, en fait, de se dire que, oulala, comment elle cause? Parce qu'elle parle de moi en disant elle, voilà, ça crée une impression de dichotomie qui n'était justement plus présente à ce moment-là. Donc c'est des expériences extraordinaires. Alors ça me met en joie, je vous dis même pas. Je suis vraiment après dans une joie, une humeur positive. Plus rien n'a d'importance, même les pires événements de ma vie actuelle, de clôturer mon entreprise, tout ça, ça fait partie des choses, voilà.
qui se font et l'émotionnel qu'il y a dessus, l'émotionnel négatif n'existe plus. Vraiment, il n'existe plus. C'est un fait, ce n'est plus une émotion. Voilà. Et du coup, c'est vrai que quand cet état d'être s'estompe, s'effiloche au fur et à mesure des heures, certains stress émotionnels et angoisses essayent de remonter. Et à ce moment-là, je leur dis non, c'est bon, tout à l'heure tu n'existais pas, et ben tu vas pas revenir en fait. Moi j'étais bien dans cet état-là d'alignement, de pleine conscience, donc non, je ne t'autorise pas à revenir m'embêter dans mon quotidien. Voilà. C'est vraiment très très instructif par rapport à ça parce que comment dire, je tends vers ça. Pas facile tous les jours. Je me fais aider, comme je vous dis, je fais des thérapies et tout ça, mais de le vivre, cet instant de plénitude, cet instant d'alignement, cet instant où ma partie énergétique plus subtile est là, à l'intérieur, exprime ça. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Franchement, même si cette partie-là de moi qui est en train de vous parler va descendre au plexus et ne pourra plus vraiment s'exprimer par l'intermédiaire de ce véhicule, ça ne me dérange aucunement. Je ne me sens pas effacée, je me sens valorisée par rapport au travail qui a été fait, qui permet cet alignement. C'est... Tout à l'heure, je vous disais que la Acheron n'était pas un but, mais un moyen. Là, c'est une finalité, finalement, d'être... Que cette partie énergétique plus subtile et plus haute puisse venir s'installer, s'exprimer dans ce véhicule sans être perturbé par les émotions, sans être perturbé par les stress, les angoisses du quotidien, sans être submergé par qui, pourquoi, comment, parce que voilà, vraiment être là, présente et ok, je suis ok avec tout ce qui est en train de se passer, je le vis et je le transcende. Je comprends pourquoi j'ai mis autant de... J'irais véhémence, oui, véhémence, à atteindre ce but. Parce que... Je ne sais pas si j'ai déjà vécu dans une autre incarnation, j'en suis incapable, je suis incapable de vous le dire. Parce que là, je suis sur une expérience qui me paraît nouvelle. Voilà. Et extraordinaire. Donc oui, pour arriver là, je suis passée par la Acheron. Oui, pour arriver là, je me suis remise en question. Oui, pour arriver là, j'ai été voir d'autres personnes qui m'ont aidé. Oui, pour arriver là, j'ai pris conscience de mes croyances erronées. J'ai pris conscience que j'étais le pilote de ce véhicule. Je suis le pilote de ce véhicule et j'ai toute action possible sur ce véhicule. L'autre n'est qu'un révélateur de ce que je suis. L'autre n'est que celui qui va me montrer en miroir mes mauvaises réactions, mes mauvaises attitudes, mes fichiers erronés. L'autre, il est rien d'autre. L'autre, il va rentrer dans les failles que je laisse ouvertes. Si on veut être dans le partage,
l'écoute, la tolérance, il faut déjà l'être soi-même. Je ne peux pas demander à l'autre d'être parfait si moi je ne vais pas regarder mes imperfections. Même si la perfection n'existe pas. La nature est parfaite. Si tant est que l'homme ne vienne pas y mettre son nez. La nature est parfaite, elle est autosuffisante, elle sait se réguler, elle sait, les arbres savent grandir pour aller chercher le soleil plus haut. Si un arbre n'est pas dans une forêt, il a des branches jusqu'en bas. Si un arbre est dans une forêt, il aura des branches, il va grandir peut-être encore plus haut et avoir des branches surtout sur le haut pour pouvoir aller capter la lumière. Et ceux qui ont besoin de moins de lumière peuvent rester en bas, sont plus petits, voilà, ils ne grandissent pas plus que ça parce que ça ne fait pas partie de leur nature. Voilà. Commençons, nous, à nous demander ce dont nous avons besoin pour que cette conscience vienne s'incarner pleinement à l'intérieur de ce véhicule. C'est ça le but de cette expérience de vie. C'est pas de rendre l'autre responsable de tout et n'importe quoi. Critiquer en permanence l'autre ne nous permet pas de nous regarder nous dans le miroir. Voilà. Là, on a un ordinateur central, là-haut, qui est chargé d'interpréter les demandes énergétiques. Les chakras sont des ports USB par lesquels nous arrivent les informations énergétiques contenues dans nos différents corps, mais les différents corps qui sont alimentés par la conscience. La source première de notre information, c'est notre conscience. C'est elle qui est omnipotente et c'est elle qui sait pourquoi on est en incarnation. Donc si le petit moi, il fait « non mais moi je suis le chef », eh bien jamais ça passera. Si vous voulez que votre conscience puisse venir dans la matière, s'exprimer, expérimenter et réaliser, il faut bien que le véhicule soit en état. Si vous avez une 2 chevaux et que vous devez faire le tour du monde, vous allez finir par le faire. Quand les gens demandent une pierre, me demandaient si la taille de la pierre était importante, quand ils voulaient prendre un petit ratachon comme ça, parce que ça coûte pas cher, pour faire un travail que moi je voyais assez conséquent, je leur disais, mais il est évident que vous pouvez aller à Marseille en tricycle. Vous y arriverez un jour. Et là, ils comprenaient que il faut aussi que le travail qu'on fait soit proportionnel à la problématique que l'on a. S'il n'est pas proportionnel, si c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, ou c'est mettre un petit pansement avec les petits dinosaures de quand on était petit sur une hémorragie interne. Si on a une hémorragie émotionnelle, il faut mettre en face la technique, la résolution qui correspond à l'intensité du problème. Si on est en crise psychotique, c'est pas avec un ophytose qu'on va réussir à se calmer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut bien prendre conscience de son état des lieux personnels. Alors moi, quand il y a eu la séparation, il y a des personnes qui m'ont dit que j'étais folle, que tout venait de moi, tout était à cause de moi, parce que j'étais hystérique. Pourquoi j'étais hystérique? Parce que chez moi, c'est le manque qui a motivé beaucoup de choses et qui est dans... Bon, voilà, ça fait partie de la problématique familiale, le foie, donc le manque, et ça crée de la frustration et de la colère. Parce que j'étais en colère, j'avais tort. Parce qu'il ne se mettait jamais en colère, il avait raison. Parce que cette personne est exactement sur le même schéma que lui.
Donc obligatoirement, c'est mon schéma qui a tort, pas le sien. Sinon, ça veut dire qu'elle-même, cette personne-là, a tort dans son fonctionnement. Voilà. Donc, étant donné qu'elle ne s'est pas encore remise en question sur son fonctionnement, elle valorise celui de la personne qui est en opposition à moi. Elle choisit son camp pour valider son propre fonctionnement. On doit garder cohérence dans notre existence, d'accord? Si on n'est plus cohérent avec nous-mêmes, ça nous déstabilise complètement. Mais si cette cohérence est néfaste pour nous, est-ce que c'est vraiment aussi important de la garder? Et c'est dans les crises existentielles, qu'on va remettre en question cette cohérence. Voilà. Donc, si vous vivez des crises, bravo, ça vous permet de remettre en question ces croyances limitantes. Les gens qui sont jamais en crise vont vous dire que vous êtes un empêcheur de tourner en rond. Évident. Parce que, comment dire, eux, ils tournent en rond dans leurs croyances limitantes. Voilà. Je vis mes croyances limitantes, je ne les remets pas en question, je fais des boucles temporelles, je revis systématiquement la même chose et ça me convient. Voilà. Ça s'appelle une routine. Et il y a des gens qui, la routine, comme moi, ça allait, waouh. Moi, la routine, c'est impossible. Je ne peux pas rentrer dans une routine. Alors, un jour, je vais me stabiliser. Mais ce ne sera pas de la routine. D'accord? La routine, c'est être tourné en boucle. Toujours sur le même schéma. Et répéter, et répéter, et répéter la même chose. Une crise existentielle, un stress, une émotion, une action de vie qui va vous mettre dans un inconfort, va vous obliger à aller voir qu'est-ce qui dysfonctionne chez vous. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi qu'on arrive à comprendre qu'il y a des êtres qui se nourrissent sur tout ça, mais ce ne sont pas les acteurs principaux de votre vie. L'acteur principal de votre vie, c'est vous. Donc, moi, j'accompagne en HRE, en post-HRE, en décodage biologique. Alors, un petit peu moins maintenant en méthode JMV, parce que avant je pratiquais à distance parce que j'avais quelqu'un pour pouvoir faire le transfert énergétique que je n'ai plus. Donc, c'est en présentiel. Vu que je suis en transition au niveau de mes sociétés, pour l'instant, je n'ai plus de cabinet en présentiel. J'en aurai sûrement un autre d'ici quelques mois, donc je pourrai de nouveau recevoir des gens en présentiel. Peut-être je ferai un petit peu de domicile en Bretagne, et encore, il manque un paramètre énergétique essentiel, c'est le déplacement de la personne vers le thérapeute. Si c'est le thérapeute qui se déplace vers la personne, c'est beaucoup moins efficace, étant donné que on traite la personne dans son environnement, donc ça ne l'aide pas à... pas assez, je trouve, à remettre en question ses fonctionnements. Si la personne vient dans l'énergie du thérapeute dans son cabinet, c'est beaucoup plus efficace. Mais bon, ça, après, pour le moment, période de transition, c'est comme ça. Je travaille surtout en distanciel, donc le JMV en distanciel, pour le moment, je ne peux pas le faire. Ensuite, je fais aussi de la lithothérapie, bilan énergétique, sur les fuites énergétiques des différents corps, sur des réalignements vis-à-vis des chakras qui tournent trop vite, pas assez vite. Même si on n'a pas complètement la main mise dessus, c'est bien de temps en temps de rééquilibrer, de se retrouver dans un réalignement, parce qu'après c'est vous qui avez la main mise dessus. Hein. Ce que je vais faire moi en séance, quelle que soit la technique pratiquée, c'est vous qui avez les clés de la métabolisation derrière, de garder cet alignement le plus longtemps possible, de vous servir de cette énergie temporairement ou définitivement rééquilibrée. Ça va dépendre de votre attitude en post-session, quelle que soit la séance que vous allez faire.
Moi, je vous donne une piste. C'est pas moi qui vais aller la skier à votre place. Quand vous allez chez le garagiste, c'est pas lui qui vous met l'adresse où il faut aller après avec le GPS. C'est vous qui décidez quoi faire avec votre voiture. Si vous sortez de la station de lavage et que vous allez faire un gymkhana dans la boue, eh ben, ne vous plaignez pas que la voiture elle est sale. D'accord? Donc, si vous faites faire un nettoyage énergétique, un réalignement, et qu'après vous continuez à mettre en place exactement les mêmes choses de la même façon qu'avant, vous étonnez pas que ça change rien dans votre vie. Voilà. Donc, le but, c'est d'avoir un véhicule suffisamment bien aligné, dans un taux vibratoire intéressant, pas obligatoirement en pleine santé, parce que moi, à l'heure actuelle, je suis en réparation de certaines problématiques encore, mais suffisamment bien aligné pour que cette conscience elle ait envie de s'y installer. Voilà. Quand vous invitez des gens à la maison, vous les invitez pas dans le bordel. D'accord? Si vous invitez à manger, vous faites une belle table. Vous servez pas les restes décongelés de la veille. Vous faites un nouveau repas. Vous présentez les choses bien. Vous mettez la belle vaisselle, les beaux verres, vous mettez la belle nappe, vous mettez les belles serviettes, vous accueillez les gens, vous mettez des fleurs. Et ben c'est un peu la même chose pour que la conscience elle s'incarne dans le véhicule. Il faut que le véhicule soit accueillant, qu'il ne soit pas en stress, en colère, en angoisse. Il faut qu'il soit bien. Il faut que... Alors, il faut, il y en a qui vont me dire, allez, les ayatollahs du il faut. Il serait bien que... Mais les ayatollahs du faux, ils ont une croyance qui leur interdit d'écouter ça. Voilà. Le il faut est pas faux en lui-même. Si on l'accepte pas, c'est que on a une problématique par rapport à ça. C'est un terme comme un autre, c'est comme le mot pouvoir. Je peux ou je prends pouvoir sur. Moi, ça fait très très longtemps que le mot pouvoir, je le considère comme je peux agir autrement. C'est pas prendre le pouvoir sur l'autre. J'ai pris le pouvoir sur l'autre dans ma vie. Volontairement, consciemment. Je ne le fais plus, même si j'en ai encore la capacité. Parce que ça ne m'intéresse plus. Je ne pensais pas être dans ce schéma de fonctionnement sur mon deuxième couple, mais c'est la croyance de mon mari qui l'a mis dans ce positionnement-là. C'est pas moi qui ai voulu prendre le pouvoir dessus, c'est lui qui m'a laissé tout pouvoir. C'est un autre travail de détecter que l'autre te donne tout pouvoir pour ne pas prendre de responsabilité. Je me suis fait rouler, disons, à mon insu de mon plein gré. Parce que j'avais encore ça à l'intérieur de moi, j'avais encore le soi forte qui fait que c'était facile de le faire. Mais c'est parce que j'avais cette croyance-là que j'ai pas vu que ça avait recommencé en fait. Maintenant que j'ai détecté ça, maintenant que j'ai compris ce schéma-là, j'en serai plus victime. Parce que je suis plus une victime, déjà, aussi. Hein, je suis sortie victime, bourreau, sauveur, c'est bon. Chacun a en soi la capacité de s'auto-sauver. Ce n'est pas la responsabilité des autres. Les sauveurs, j'en ai fait partie, hein. Les sauveurs vont prendre en charge votre problématique et la résoudre à votre place. L'hyper-responsabilité. On se sent responsable de la réussite de ce qu'on est en train de faire. Non, quand ça dépend d'une tierce personne, on n'est responsable de rien. Je donne le meilleur de moi-même à chaque séance, je donne à la personne toutes les clés qui peuvent lui permettre de transcender sa problématique, mais je ne peux pas le faire à sa place. Voilà.
Donc je suis sortie du triangle sauveur, bourreau, victime, mais ça n'empêche que certains essayent encore de me positionner dans une ou l'autre de ces trois possibilités. Mais je ne la prends pas. Je ne valide pas le positionnement que va me donner cette personne. Dans la thérapie, si on se positionne en sauveur, on fait de la bobologie. Si on veut vraiment aider la personne, il ne faut pas essayer de la sauver. C'est elle qui doit se sauver elle-même. C'est différent. Sortir de ce triangle des Bermudes sans fin, parce que dans ce triangle-là, ces dernières années, je suis passée de victime à bourreau. Je ne suis pas un bourreau non plus. J'ai peut-être été un bourreau de travail pour moi, ce qui fait que mon corps est fatigué, mais je n'ai pas été le bourreau d'une autre personne. Voilà. C'est cette personne-là qui cherche à se positionner en victime vis-à-vis de moi. Il n'est pas non plus une victime. Je ne l'ai pas fouetté, je ne l'ai pas obligé, c'est son fonctionnement. Donc, tant qu'il me positionnera en bourreau, il ne remettra pas en question son fonctionnement. Pas grave, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est plus le mien. Ça n'a jamais été le mien, en fait. Voilà, donc, cette petite vidéo qui, au final, dure 1 heure, voilà, sur... On est responsable de nos propres fichiers erronés, de nos croyances limitantes et de l'exploitation que peuvent en faire les autres humains ou les entités négatives contrôlantes. C'est nous qui avons la clé de nous-mêmes, personne d'autre. Donc, quelle que soit la vidéo que je vais faire, celle-ci, c'est la base de tout, en fait. C'est la base de... On est responsable de soi. Même dans un positionnement de victime. C'est parfois dur à entendre. Je les vois déjà les commentaires parce que ça m'est arrivé. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts pendant la Shoah ont choisi de mourir. Pas vraiment, hein. Mais une croyance limitante peut nous amener dans sa cohérence à remettre en question la vie elle-même. Ces personnes-là, certes, sont des victimes de quelque chose de innommable. Ok. Les consciences ont fait une expérience de vie. Ok. Une expérience de croyance. Une expérience de... Voilà. Il y a des expériences comme ça sur Terre, c'est terrible. La Terre est un champ d'expérience de choses qui sont abominables et vous n'en connaissez pas la moitié. Voire... vous n'en connaissez... c'est pour ça que mon livre s'appelle La face cachée de l'iceberg, et encore j'ai été soft dans ce que j'ai mis, parce que si je mettais plus, je me mettais en danger. Voilà. Donc il était hors de question que je me mette en danger. Mais il y a des choses beaucoup plus terribles qui se passent sur Terre que tout ça. Mais ce peuple, depuis, se positionne en victime. Alors avant, je ne sais pas, mais quand j'ai regardé pour étudier un petit peu les religions Abraham et tout ça, à Babylone, ils étaient déjà harcelés et persécutés. Ensuite, quand ils ont quitté Babylone et qu'ils sont allés en Égypte, pareil. Donc, c'est un atavisme très fort qui porte en eux, c'est une croyance très forte qu'ils sont des victimes. Donc, automatiquement, quand un bourreau cherche un responsable et une victime, il va tomber sur ceux qui se positionnent dans cette énergie-là. C'est pas conscient, c'est pas volontaire de leur part, ils n'ont pas fait
On a besoin d'une victime, on a besoin d'un peuple victime pour annihiler une race. Est-ce qu'il y a des volontaires? Non, non, ça se fait pas comme ça. Mais dans l'énergétique, voilà, il y a des choses qui se passent dont on n'a pas toujours conscience et qui fait que on se positionne en victime et donc on devient l'objectif idéal pour le bourreau. Voilà. Moi, je me suis testée plusieurs fois dans ma vie parce que je savais que j'avais cette position de victime. À un moment donné, j'ai détecté chez un thérapeute la position de bourreau. Et ben, j'ai été prendre un rendez-vous chez ce thérapeute pour voir si j'avais suffisamment bien calibré, moi, mon curseur pour ne plus être victime d'un bourreau. Voilà. Et ben, pendant cette séance, j'étais alignée, j'ai pas été victime. Voilà. Donc, tant mieux. Mais on n'est pas obligé d'aller faire ce genre de test, d'aller se balader dans le Bronx à minuit en mini-jupe pour voir si on a résolu notre problème de victime. Hein, parce que là, c'est un test qui a de fortes chances de ne pas être juste, en fait. Voilà. Hein, il y a des quartiers, il y a des endroits où on sait pertinemment que on prend des risques. Et si on les prend et... on se fait agresser ou quoi, voilà, on ne peut plus se considérer comme victime, c'est un choix. C'est un choix d'aller à cet endroit-là et de risquer ce que l'on risque. Voilà. Comme quand on roule à 200 km/h sur l'autoroute et qu'on a un accident, on a fait le choix de. Et même quand on se prend un PV, on fait le choix de. Ça, c'est les dépêche-toi. Eux, ils ont la croyance qu'il faut se dépêcher pour faire les choses. Donc, eux, c'est des clients idéaux pour les radars autoroutiers. Moi, j'ai le soi parfait. Donc, le soi parfait, il prend son temps. Et donc, pour prendre son temps, il se fait pas flasher sur les radars. Donc, si vous vous faites flasher régulièrement et qu'il vous manque beaucoup de points sur votre permis de conduire, c'est que vous êtes un dépêche-toi. C'est dommage. Voilà, donc il y a des petits trucs dans la vie qui permettent de détecter nos croyances erronées. Voilà. Je pense que cette vidéo est suffisamment complète pour que vous compreniez que vous êtes les acteurs de votre propre existence. Voilà. Vous êtes l'acteur principal de votre vie. Et que cette... alignement de pleine conscience que j'ai vécu est vraiment extraordinaire. Et ce n'est pas un effacement, c'est une vertu de pouvoir accueillir avec immensément de gratitude cette énergie à l'intérieur de soi. C'est un accomplissement. Et je suis fière d'avoir réussi à vivre ça. Alors, j'ai eu ces 2 petits épisodes. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est le commencement. Hein, j'apprends à marcher. Je vais tomber, je vais me relever. Je vais avoir de nouveau des émotions qui vont perturber l'équilibre de mon corps. Et je vais réaligner ça pour... permettre que cet état d'être revienne se mettre en position le plus souvent possible et voire même perdure. Parce que c'est vraiment extraordinaire comme expérience. Alors les 2 fois où c'est arrivé, j'ai été très fatiguée après, donc je ne sais pas, après j'avais des journées très très chargées ces jours-là. Donc je ne sais pas si c'est dû à ma journée chargée ou si c'est dû à cette expérience qu'il y a eu une fatigue du corps. Mais ce sont les prochaines expériences d'alignement qui me le diront. Voilà. Donc si cela me fatigue, c'est que il y a encore un frottement énergétique qui se produit et il faut que je trouve... comment réduire ce frottement. Voilà. C'est la prochaine quête.
voyez, quand j'en parle, je suis bien, je suis heureuse. C'est de la joie, vraiment de la joie d'accueillir ça. Aucune possession matérielle ne m'a jamais apporté ça. Aucune relation dans la matière, quel que soit l'amour que j'ai pour les gens, ne m'a apporté cela. C'est au-delà de tout ça. Ouais, je pense que j'ai vécu la définition de la béatitude. Voilà. Et je souhaite de tout cœur, franchement, qu'un jour vous y arriviez aussi, parce que c'est extraordinaire. Je vais me servir de cette fréquence et de cette joie maintenant pour faire les câlins aux gens, parce que vraiment, j'ai envie de leur faire ressentir cette joie et cet alignement que je vis pendant ces moments-là. Et vraiment, je sais qu'en partageant cette fréquence, je vais leur permettre à eux aussi, je vais planter cette petite graine de cet alignement, de cette expression énergétique. Je vais leur amener ça et comme ça, ils auront l'information à l'intérieur d'eux. Voilà. Je vous remercie en tout cas de regarder mes vidéos, des petits commentaires que vous mettez dessous, de ce partage, parce que pour moi c'est un partage. Je vous ai pas en direct face à moi quand je fais la vidéo, mais je sais que certaines personnes vont m'écouter, m'entendre, et je mets de la présence dans ces vidéos pour que vous ayez cette présence aussi quand vous la regardez. Et merci pour tous les petits messages. Même si physiquement des fois on est seul, énergétiquement parlant, on ne l'est jamais. Sur les 8 milliards de personnes incarnées sur Terre, il y a toujours d'autres personnes dans la même vibration que nous et qui vivent les mêmes choses que nous. On n'est jamais seul à vivre ça. Voilà. Donc, merci à vous d'écouter mes vidéos. J'ai beaucoup de gratitude pour vous parce que ça me fait très plaisir quand je vois les chiffres monter. C'est très... Ouais, c'est de la gratitude. Ça fait plaisir que l'expérience que je vis et que je partage vienne résonner chez vous. Et ça veut dire que c'est juste. Je vous envoie tout l'amour. Là, j'ai le chakra du cœur qui est en train de chauffer. Je vous envoie tout l'amour que je ressens maintenant pour vous. Et pour vous accompagner pour votre prochaine marche, votre prochaine étape. Et ne vous dites jamais que vous êtes nul, ou que vous vous trompez, ou que vous êtes en retard. Non. Le temps n'existe pas. Le jugement n'existe pas du point de vue de la conscience. Moi, elle m'a pas dit « Ah bah quand même, t'as vu, t'as mis 55 ans quand même dans cette vie pour y arriver. » Non. Elle est arrivée, elle s'est positionnée, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Il n'y a eu aucun jugement, il n'y a eu aucune... Elle est en présence, elle est en joie de pouvoir venir, de ce partage, de tout ça. Donc, ne jamais vous culpabiliser parce que vous vous trompez, vous apprenez, tout simplement. Hein. Il vous a fallu combien de temps pour pouvoir déjà vous mettre debout dans votre vie? Il faut entre 9 et 18 mois pour se tenir debout. Après, une fois qu'on commence à marcher, il nous faut encore plusieurs mois pour être autonome dans la marche. Il faut qu'on tienne la main de quelqu'un pendant un petit moment avant d'arriver à trouver cet équilibre intérieur
pour pouvoir garder cette posture debout. Donc là, vous êtes en train de vous aligner pour, non pas pour marcher, parce que vous savez le faire depuis longtemps, mais pour accueillir votre conscience, votre partie énergétique un peu plus subtile, l'accueillir dans ce véhicule qui était en chantier jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, toute ma gratitude et tout mon bonheur vous accompagne dans votre quête de cohérence interne. À tout bientôt.